nous sommes le dimanche 9 juin 2019. La gouvernance des ressources pétrolières et gazières au cœur d'un débat agité à la suite de la publication d'une vidéo par la chaîne anglaise BBC, une production qui parle d'un scandale à 10 milliards de dollars. Ce que réfute le gouvernement qui voit dans cette production, dans ce reportage, une atteinte à la réputation du Sénégal. Alors avec nous sur ce plateau, un ancien ministre au fait de ce dossier pour avoir été membre du gouvernement pendant quasiment tout le premier mandat du président Macky Sall. Il s'agit de Abdou-Latif Coulibaly. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Omar. Merci beaucoup. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut peut-être remonter à l'origine. Il s'agit d'un contrat entre l'État du Sénégal et Petro-Tim Limited pour la recherche et le partage des blocs offshore profonds Saint-Louis et Kayar. Il y a ensuite un décret d'approbation sur la base duquel le contrat est entré en vigueur. Donc deux textes sur lesquels des griefs sont faits au gouvernement, au pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut ici faire le point sur ces documents-là? Est-ce qu'il y aurait des anomalies? Écoutez, je ne peux pas personnellement parler d'anomalies. Par contre, je peux dire, permettez d'ailleurs de saluer les téléspectateurs qui nous regardent, j'ai oublié de le faire, je présente mes excuses. Il faut savoir que l'exploitation pétrolière, minière et autres est régie au Sénégal par un corpus de textes, c'est-à-dire un ensemble de textes dans lesquels il faut évidemment parler de la convention qui est la loi entre les parties, du décret d'approbation pour chaque convention signée, du code pétrolier s'agissant du cas qui nous occupe et du code minier quand il s'agit des mines. Oui. Il faut y ajouter d'autres textes connexes. Le code sur la fiscalité, il faut y ajouter le code sur l'environnement et un ensemble d'un corpus de textes qui finalement organise la gouvernance des matières premières, en l'occurrence le pétrole. Il faut y ajouter aujourd'hui également la loi qui a été votée sur le contenu local et d'autres textes qui viendront également. Pour ce décret d'approbation et la convention qui a été signée, il a été largement précisé dans tous les journaux, sur toutes les colonnes, comme l'a fait le porte-parole du gouvernement, qui était mieux placé que moi pour en parler, évidemment. Évidemment, il y a eu la convention qui a été signée en janvier, le 17 janvier 2012, alors que l'ancien régime était là, naturellement. Et ensuite, il y a le décret d'approbation qui est intervenu. Il y avait deux attitudes à avoir face à la convention qui a été signée par le président Abdoulaye Wade et son gouvernement. Soit approuvé par un décret, soit ne pas approuver. Ne pas approuver, procéder, de mon point de vue, d'une analyse politique par rapport à la situation hantée qui a pu déterminer la signature de cette convention. Mais il y a également une autre qu'il fallait avoir qui a un rapport avec le droit et la sauvegarde de la stabilité d'une convention signée entre deux parties. Donc le président de la République a choisi l'autre hypothèse de signer pour conserver et sauvegarder la stabilité d'un engagement contractuel du Sénégal. Maintenant, il a été contesté le fait qu'il ait signé, qu'il ait approuvé. Je vous ai dit simplement que de mon point de vue, l'approbation n'est que le constat d'engagement et d'obligation. C'est vrai. Au surplus, le décret pouvait servir à reparler au niveau de là où on a signé la première convention pour essayer d'améliorer un certain nombre de choses. Mais de mon point de vue, peut-être que je me trompe, le décret ne peut en aucune façon annuler une convention contractuelle, ou s'il le fait, c'est un renoncement à une parole qui a été donnée par un État. Compte non tenu, je veux dire, des personnes qui sont concernées. Le renoncement à une parole donnée, parce que la signature sur une convention, ça veut dire simplement que l'État s'est engagé à donner sa parole. La non-approbation et le refus de faire valoir la convention signée entre les deux parties signifie naturellement qu'on a renoncé. Je ne suis pas sûr que cela n'aurait pas eu des conséquences de la part de celui avec qui nous avions contracté. Cela aurait pu provoquer, de mon point de vue, probablement un contentieux sur ces deux blocs-là. Ok. C'est ce que le président de la République a sauvé, quoi. Il ne me l'a pas dit, mais c'est l'analyse que j'en fais. La question alors, c'est est-ce que le président Macky Sall pouvait faire autrement
que de signer ce décret quand il est arrivé au pouvoir. Pour une sagesse et une logique, et dans un souci de préserver la parole du Sénégal et un engagement donné par notre pays, il me semble que c'était plus raisonnable d'approuver le contrat. À charge pour nous d'en contrôler effectivement tous les aspects du point de vue de l'application. Oui. Pour éviter, d'une manière ou d'une autre, que les intérêts du Sénégal soient bafoués de ce point de vue-là. Honnêtement, je pense qu'il y a été. Évidemment, il y a un grain de sable, comme certains l'appellent. Parce que malheureusement, en signant, il a signé avec une compagnie qui après a engagé son jeune frère. Et dans lequel son jeune frère était impliqué avant qu'il ne procédât à cette signature. Très bien. Est-ce pour autant raisonnable et justifié qu'il décida de ne pas approuver on va y revenir, mais voilà. Dans le reportage, comme on l'a vu, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye soutient que Franck Timis n'aurait pas dû bénéficier de ce permis parce que sa société, Petro-Tim Limited, n'a aucune expérience en la matière. Et il ajoute que le président de la République avait saisi même l'IGE, hein, c'est ce qu'il dit, qui avait conclu que les cessions devraient être retirées à Timis. Comment expliquez-vous les critiques de l'ancien Premier ministre? Oui. En réalité, Abdoul Mbaye, de ce point de vue, il y a trois dimensions dans cette question. La première, c'est ce que je viens de dire. C'est probablement même, peut-être même, l'IGE a fourni au président de la République des éléments qui lui auraient permis de remettre en cause le contrat en question. Ça aurait été des arguments à faire valoir devant une juridiction pour justifier la position du Sénégal et pour préserver tous nos droits et nos intérêts. Notamment, on a dit que Franck Timis a été condamné. Franck Timis n'avait pas les moyens techniques et financiers. Sauf que là également, quand on va se présenter devant une juridiction, est-ce qu'on ne risque pas de nous dire, mais messieurs, vous avez toute la latitude de faire les due diligence. Ça veut dire toutes les vérifications utiles pour que vous engagiez votre pays. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous l'évoquez devant le tribunal. Est-ce qu'on ne nous opposera pas ce qu'on appelle nul ne peut se prévaloir devant une juridiction de ses propres turpitudes? Parce que ce sont nos propres turpitudes qui ont fait qu'au départ, on n'a pas vérifié tout. On l'a vérifié, on le savait, mais on n'a rien fait. Et ça, on ne peut pas l'imputer au président de la République, Macky Sall. À qui on doit l'imputer? Évidemment, c'est lui qui a signé la convention. En l'occurrence, Abdoulaye Wade et son ancien ministre de l'énergie. Je veux raisonner, je veux qu'on me comprenne. Parce qu'on peut refuser d'approuver, mais on ne peut pas dire à l'autre que vous ne pouvez pas faire valoir vos droits devant une juridiction pour obtenir gain de cause. Même s'il perd, il faut savoir que le contentieux va durer au moins 1 an. Donc ça voudrait dire que aucun pétrolier, aucune société ne se présenterait pour demander le bloc, les 2 blocs qui sont concernés. Par conséquent, si nous sommes en train aujourd'hui de parler de découverte de gaz à Saint-Louis et à Kayar, c'est parce que la sagesse a fait qu'on a approuvé le projet. Quoi qu'on dise par ailleurs, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut reprocher à Franck Timis, probablement si on n'avait pas signé, on en serait en contentieux. Et ce contentieux est de nature à faire en sorte que nul ne se présente pour demander ces blocs-là. Et on n'en serait pas là aujourd'hui à définir les modalités d'exploitation de notre pétrole et de notre gaz. Donc c'est pour la raison pour laquelle il faut peut-être par mois que nous ayons des espaces de discussion et de débats sérieux sur ces questions qui sont d'intérêt majeur. Sans tenir simplement à l'idée que le président de la République a signé parce que c'est son frère qui était impliqué, me paraît de mon point de vue assez court comme analyse et certainement même superficielle. Donc le conflit d'intérêts dont on parle n'existe pas? Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème par rapport à la présence de son frère et à la signature. Je ne le dis pas comme ça en évacuant. En évacuant. Mais ce que je veux dire, c'est très simple. Est-ce que ça peut être un élément déterminant face à cet enjeu de dimension exceptionnelle? Pour moi, une sagesse a prévalu et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui la possibilité de dire nous sommes en train d'élaborer des plans de développement sur le Caire offshore et sur le Saint-Louis offshore. Aurions-nous refusé de signer? Je le maintiens. Certainement, nous n'aurions pas pu avoir des gens qui conduisent des recherches
jusqu'à arriver là où on est arrivé aujourd'hui. J'allais vous demander quelles auraient été les conséquences d'un refus de la part du président Macky Sall d'approuver cette convention signée par son prédécesseur. J'imagine que l'image du Sénégal en prendrait un sacré coup, à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on aurait dit, et c'est le Sénégal toujours, le président de la République du Sénégal, d'après ce qu'a écrit l'inspection générale d'État, a été impliqué dans des transactions pas très claires. Vous savez, qu'est-ce que je pensais de la gouvernance là-bas? Mais pour autant, comme Sénégalais, je n'ai pas envie, personnellement, qu'on puisse se donner des moyens de dire publiquement, voilà ce qu'il a fait d'anormal. Personnellement, c'est ça mon point de vue. Pour croire le contraire. Et je dis, je ne suis pas en train de dire que la présence d'Aliou Sall, je crois, a peut-être avoir une influence, mais pas déterminante, par rapport à l'intérêt qui est considéré. Et aujourd'hui, si je maintiens cette position, c'est parce que je vois simplement que nous sommes en préposition d'exploiter du carburant, des hydrocarbures. Et c'est extrêmement important. Pour Abdoul Mbaye, oui, tout ce qu'il dit, c'est pour se dédouaner par rapport à la signature de ce décret. Et il fait faussement comprendre à l'opinion qu'il n'a été qu'un signataire. Je dis qu'il a été trompé. Abdoul Mbaye se trompe sur deux choses, entre la culpabilité et la responsabilité. Même s'il n'était pas au courant de rien du tout, s'il n'était au courant de rien du tout, le seul fait d'avoir apposé son contre-seing le retient comme responsable politiquement parlant. Et ça, on ne peut pas se dédouaner. Même s'il dit être trompé par notamment des faux rapports de présentation. En disant ça, ouais. Et c'est dommage qu'Abdoul Mbaye ait dirigé pendant presque un an la primature sans savoir quelles sont les procédures de la gouvernance normative au Sénégal, c'est-à-dire le processus de construction des lois et des textes de loi et des décrets réglementaires. Pourquoi? Vous savez, Ali Ndiaye, en l'occurrence, c'est de lui qu'il s'agit, le ministre, qu'il épingle et met. Il n'a comme rôle que de préparer techniquement un dossier, le décret en l'occurrence. Il l'envoie au Premier ministre par l'entremise du secrétariat général du gouvernement. C'est au secrétariat général du gouvernement par deux commissions qui ont la latitude, la liberté de réformer tout le code et de réformer tout le texte, de le contrôler, de l'amender. Et tous les ministères qui ont été saisis aux fins d'observation apportent également leurs observations. À la fin de ce travail, commission technique se réunit. Son conseil juridique est présent, son conseil minier est présent. C'est eux-mêmes, après le travail qu'ils font et les observations, qui viennent vers le secrétaire général. Le rapport est fait. On recommande au Premier ministre de signer d'abord et le président de la République signe. Ce n'est pas ce qu'il veut faire comprendre. Qu'on a signé, on l'a envoyé, c'est faux. Il avait tous les documents et c'est lui d'ailleurs qui prépare tous les textes au secrétaire et au besoin, avec le secrétaire général, d'aller devant l'Assemblée générale de la Cour suprême. Il a signé donc en connaissance de cause. Mais il savait tout. Et même s'il ne savait pas encore, c'est plus grave, il avait la responsabilité de savoir. Parce que l'État a mis à sa disposition tous les moyens pour savoir. En tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre. Ça veut dire que d'autres textes probablement sont passés, alors que lui-même a des problèmes. D'ailleurs, il y a un argument incongru qui sort également, en disant le président signait tout en sachant que son frère était quelque part. Mais lui, il a contresigné des actes, sans aucun doute, et son frère était directeur général de la Sonatel. Il en oublie. Il oublie ça. C'est pas sérieux. On peut ne pas être d'accord, on peut critiquer, mais on ne peut pas, en tant que personnalité politique, de ce niveau et de cette dimension, se déchausser sur quelqu'un pour sa propre responsabilité. Mais deux questions qui sont dans celles que j'ai posées tantôt. Je veux dire, est-ce que l'expérience de Timis était obligatoire pour avoir ces droits-là d'exploration? Qu'en cas de conflit, on procède à l'arbitrage international. Qui peut dire à Timis, nous a peut-être qu'il aurait renégocié, peut-être qu'il aurait accepté de partir sans dire mot. D'accord. Je ne le crois pas, parce que déjà on est en conflit avec lui, en contentieux, sur deux blocs que le gouvernement lui a retirés, et sur lesquels il avait une signature. Il faut le savoir. Donc je vois bien, très bien ces personnes-là aller tenter chasse
pour avoir quelque chose du Sénégal. Souvenons-nous de l'affaire Kumba Ressources, oui, à ArcelorMittal. Les contrats miniers ou les contrats pétroliers, ce n'est pas des choses qu'on balance comme ça. Ouais. Je le dis. J'ai entendu dire également quelque chose qui m'hallucine. De dire que le Sénégal aurait dû préempter tous les droits que Petrotim a vendus. Droit de préemption, oui. Droit de préemption. J'ai même entendu quelqu'un de bonne foi dire qu'il suffisait d'aller sur le marché international pour emprunter 250 millions. On pense d'abord que le marché international, parce que vous avez un besoin, on vous donne 250 millions. On en oublie tous les équilibres budgétaires et nos engagements par rapport à ça, mais surtout, aurions-nous préempté 250 millions en empruntant sur le marché, on deviendrait sans aucun doute, on détiendrait 40% de ce projet pétrolier, gazier. 40%, ça veut dire que pour développer le projet, nous allons apporter, nous Sénégalais, 40% des 2000 milliards de dollars qu'il faudra probablement pour faire le développement de ce gaz. Où allons-nous trouver ces 2000 milliards? Est-ce qu'il est raisonnable pour un pays en voie de développement d'aller encore emprunter 2000 milliards de dollars, les 40% de ces 2000 milliards de dollars, pour être impliqués dans le développement? Non. Ouais. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je précise également, si vous permettez, on dit beaucoup de choses de Franck Timis qui sont certainement valables. Je ne sais pas. Mais il faut savoir que dans tous les pays, comme les nôtres et autres africains, jamais les compagnies majeures ne viennent en premier. C'est toujours de petites compagnies qu'on appelle juniors, passives ou actives, comme Franck Timis, qui viennent dans nos territoires, qui font de la recherche en espérant pouvoir avoir le link avec des gens qui ont de l'expérience et des moyens pour le faire. Il l'a fait. Quoi qu'on dise aujourd'hui. C'est l'essentiel, quoi. Il l'a fait. Maintenant, quand vous vous noyez quelque part, j'emploie une formule qui n'est peut-être pas très propre. Il y a un criminel ou un bandit qui vous tend la main. Vous avez dit, je vais me noyer, je ne prends pas la main du bandit. Moi, je ne crois pas. Ok. Maintenant, ce rapport de l'IGE dont on parle, est-ce qu'il existe? Vous en savez quelque chose? Aucune prétention, je n'ai pas vu ce rapport, mais je sais depuis longtemps. Parce que j'étais quand même conseiller technique à la présidence de la République, où effectivement j'ai eu le privilège un jour, pas à titre de conseiller, mais à titre amical. Un groupe informel qui travaillait au Méridien Président m'avait convié à une réflexion, en disant il est plus sage de recommander au président de ne pas signer le décret. Ça, j'ai entendu, je n'ai pas lu le rapport. J'ai dit pourquoi. Ils ont évoqué effectivement l'histoire de son frère et ensuite le passé de Franck Timis et son incapacité. J'ai dit c'est vrai. Mais vous auriez conseillé au président uniquement un aspect du problème, l'aspect politique de la chose, qui est certes important, mais vous avez éludé, de mon point de vue, un aspect tout aussi important que politique, l'aspect juridique du problème. À mon avis, on doit peser les choses clairement avant de prendre une décision finale. Et c'est ce que je viens de dire, qui était justement la base de mon raisonnement, de ma motivation. C'est ça. Ce sont les mêmes arguments que je développe sur votre plateau que j'ai développés à l'époque. Aucune prétention de dire j'en ai parlé, j'ai jamais parlé avec le président, jamais. Mais ça, j'ai eu le privilège de personnes que je savais, qui connaissaient le dossier, qui travaillaient sur le dossier. Au jour du mois de juillet 2012, au Méridien Président, j'en ai parlé. Et voilà le raisonnement que j'ai fait. D'accord. Alors, la BBC a pu établir le paiement d'un montant de 146 millions de francs CFA en faveur d'une société dont Aliou Sall serait le propriétaire. Est-ce que vous voyez ici des éléments de preuve matérielle pouvant justifier les accusations contre le frère du président? Ça, vraiment, c'est le professionnel qui parle, si vous permettez. Ce n'est pas l'ancien ministre. J'ai appris en journalisme d'investigation, et c'est sérieux ce que je dis, que l'insinuation n'est pas une démonstration, la dénonciation n'en est pas une, l'indignation non plus. C'est l'imputation établie sur la base de preuves qui constitue un fait d'information majeure. Concernant Aliou Sall, la journaliste a pu établir de façon nette le paiement de l'ordre de 25 000 $. Par conséquent, il n'y a pas d'insinuation, il y a une imputation qui est acceptée. En revanche, concernant les transferts de 146 millions de francs CFA,
qui a transité par le compte d'une entreprise tierce, que vous connaissez, qui est lié à un oncle de Aliou Sall, il y a un problème. La preuve est établie, effectivement, que c'est payé à une entreprise, mais la preuve n'est pas établie que l'argent est allé à Aliou Sall. Oui. Donc, pour moi, bon, le raisonnement de ceux qui ont parlé dans le document, c'est que bon, il y a... Mais ils n'ont pas... Non. Il en est le destinataire. Qui a parlé, c'est celui qui a intérêt à dire qu'il en est le destinataire. Je n'ai pas vu quelqu'un qu'on a interrogé qui serait dubitatif par rapport à ça. La journaliste, moi, ce que je pense ne pas être correct dans son travail, c'est certainement de ne pas procéder à une règle élémentaire en journalisme d'investigation, la triangulation. Qui veut dire quoi? Quand vous avez une source qui vous affirme une chose, vous en avez une deuxième qui la confirme, il faut minimum monter à la troisième. Quand la troisième confirme, vous avez le droit de dire. Mais au-delà, on vous demande même d'aller jusqu'à 5 sources pour confirmer. Voilà, je vous dis. C'est ça que vous reprochez à la journaliste? D'abord, parce que ça, c'est technique, au produit pratique. Et ensuite, on vous dit, regardez toutes les possibilités qui peuvent justifier un paiement de cette nature. Certes, la relation avec Aliou Sall peut le faire croire, pourrait le justifier, mais il se trouve que Franck Timis, moi j'ai des informations certaines, quasi, dans d'autres domaines autres que le pétrole au Sénégal. Notamment, il s'activait dans un projet industriel sur les oléagineux, qui a été à la source d'ailleurs de son différend avec un de ses conseillers majeurs qui s'est occupé totalement du dossier au Sénégal, et à la suite d'un différend entre les deux, il l'a renvoyé. Et c'est celui qui est la source principale de la journaliste de BBC. Cette personne a dû commettre des fautes selon Franck Timis et il l'a renvoyé. Cette activité n'a rien à voir avec le pétrole. Est-ce que ce paiement de 146 millions n'aurait pas pu être fait plutôt pour le compte de ces activités relevant du domaine des oléagineux agricoles? C'est possible. À partir du moment où il y a une autre hypothèse de travail, il faut les travailler tous les deux. Pourquoi? Parce que c'est possible que ce travail-là, cet argent-là, ait pu servir à régler des problèmes concernant les activités agricoles. D'autant plus d'ailleurs que ça a débouché sur un contentieux. Et pas dans le cas précis. Quoi, du pétrole. Je ne suis pas en train de dire, encore qu'on me comprenne bien, que c'est allé à Aliou Sall, c'est pas allé à Aliou Sall. Mais j'ai dit, face à ce doute possible, à ces éventualités, pourquoi en choisir une? Et pourquoi la journaliste a tué les relations contractuelles de Franck Timis dans un domaine autre que le pétrole au Sénégal, qui était estimé à peu près 6 milliards de francs CFA. C'est quand même important dans le contexte actuel. Aurait-elle dit à l'antenne que nous savons que Franck Timis également, elle ne pouvait pas l'ignorer? Elle le savait. Pourquoi elle ne l'a pas dit? Ça, c'est un problème. Vrai. Je conclus. Troisième argument. À mon avis, Aliou Sall n'est pas une personne bête. Je crois. Je l'ai quand même eu comme étudiant en troisième année. Je sais ses capacités. Le CESTI. Bien sûr. Et son intelligence. Je crois que la meilleure façon de se faire, comme c'est le cas aujourd'hui, incriminer et accuser, c'était d'accepter un paiement par entreprise tierce. Aliou Sall est l'administrateur principal de la société de Franck Timis. Qu'est-ce qui empêche Franck Timis de faire le transfert d'argent dans le compte de la société et d'ordonner le paiement d'un bonus s'il a fait un travail? Ça n'aurait jamais été considéré comme on va voir les comptes de la société. La seule hypothèse qu'on aurait pu soulever, s'il prend cet argent de 46 millions, c'est abus de biens sociaux. Qui l'aurait souhaité? Seul Franck Timis avait la qualité pour le poursuivre pour détournement, abus de biens sociaux ou détournement de fonds privés. Alors, j'ai cette possibilité qui me protège, qui me met à l'abri de toute accusation publique de corruption. Pourquoi je prends de l'argent? Quatrième élément pour ce dossier. Dans quel droit on peut qualifier la relation entre un employé et son employeur de corruption? Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas en droit sénégalais. Ça peut être une haute qualification, mais pas la qualification de corruption. D'accord.
Voilà. En définitive, donc, il n'y a pas de preuves matérielles qui peuvent justifier un pot de vin, non? En tout cas, qui n'est pas encore prouvé, établi. Oui. Je ne dis pas, je répète, oui. qu'il n'y en a pas. Maintenant, qu'est-ce que vous... C'est là où d'ailleurs Alioune Sall a tout intérêt à porter plainte. Il a tout intérêt. Ah, il annonce une plainte là. Ce serait une très bonne manière, de mon point de vue, d'aider à comprendre davantage. D'aider à comprendre. Ces avocats vont travailler, il va lui-même travailler. Je ne minimise pas le dossier, mais je raisonne quand même. Il faudrait, parce que c'est la BBC, qu'on dise que c'est de l'argent comptant. Il faut savoir que la BBC elle-même reconnaît qu'il y a des possibilités qu'elle fasse fiasco dans des reportages. Et c'est la raison pour laquelle elle a elle-même institué un ombudsman. Un ombudsman, c'est le commissaire général à l'info et le surveillant principal de l'éthique dans tous les organes de presse qui se respectent. Excuse-moi. Et l'ombudsman de la BBC, il lui est arrivé de dire à la BBC que vous avez fauté dans tel dossier. J'étais encore jeune journaliste sur l'affaire Bobby Sands et autres. En même temps, vous pouvez le voir d'ailleurs dans tous les réseaux sociaux aujourd'hui circulés. L'organe de régulation du travail des médias en Angleterre a publié un rapport de plus d'une centaine de pages en épinglant BBC World Service, les mêmes, en disant que vous avez acheté aux France Symbolique des reportages que vous avez passés sur l'antenne qui sont des commandites d'ONG et d'organisations. Ça peut être le cas ici? Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je veux simplement relativiser la perception des gens par rapport à la crédibilité de la BBC. C'est vrai, cette crédibilité. J'ai souvenance d'un de mes encadreurs qui me disait, on était au CCI, qui venait du Canada, que Julius Nyerere faisait interrompre un conseil des ministres pour aller écouter la BBC. C'est vous dire quel est le crédit de la BBC au Sénégal. Mais n'empêche, ce n'est pas parce qu'on est crédible qu'on est infaillible. Parce que la BBC n'est pas parfaite. Et les Sénégalais qui ont l'habitude d'écouter l'ombudsman de RFI verront que pratiquement à intervalles plus ou moins réguliers, l'ombudsman se présente à l'antenne et traite de cas de violation de l'éthique et de la déontologie qui sont soulignés par les éditeurs et l'ombudsman répond à l'antenne pour donner raison ou pour expliquer. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure ce que vous reprochez en fait à la journaliste, mais c'est pour dire donc qu'en général, les normes d'éthique de déontologie n'ont pas été respectées ici, dans son reportage. J'ai expliqué ce que j'ai dit. J'ai dit en journalisme d'enquête et d'investigation, il y a un certain nombre de précautions à faire. Il y a une règle élémentaire de triangulation. Ça veut dire, Omar, il faut voir 3 jusqu'à 5 sources pour voir afficher à l'antenne ou de dire dans un article de presse, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai que dans la vidéo, on la voit un peu poursuivre le boss de BP pour lui arracher quelques mots. Je ne parle pas encore de BP, je parle d'Alioune. Oui, ça c'est un aspect. Mais je veux dire dans la vidéo de façon générale. Peut-être s'il avait triangulé, qu'il avait regardé, il aurait pu relativiser sa position de principe à dire que les 146 millions sont allés à Alioune Sall. D'autant plus qu'il y a une activité économique au Sénégal, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais qui est réelle. Voilà. Qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qui peut être reproché à Aliou Sall? Au regard de son implication un peu dans cette affaire-là. Si j'étais à l'une dès le départ, je m'en lavais les mains. C'est vrai qu'il avait un bon salaire. Mais ce salaire, on semble s'étonner, gros, énorme. Mais moi, je connais des gens qui bénéficient d'un traitement journalier de 700 à 800 $ par jour. Je ne parle pas plus de per diem, de l'ordre de 250 $. Ça fait 1050 $ par jour, ça fait 31 000 euros, 31 000 $ par mois, sans aucune prétention. J'étais en Côte d'Ivoire pendant 4 mois, en 2008, où j'étais conseiller chargé de la formation. Mais moi, je l'ai perçu. Je l'ai perçu au Burundi, je l'ai perçu au Rwanda, je l'ai perçu pas au Rwanda, au Burundi, au Zaïre. Je vous ai croisé au Burundi. Exactement. En 2004. Et au Congo. Mais c'est les Nations Unies, je ne parle pas des pétroliers. Vraiment, je ne voudrais pas qu'on considère par là que c'est de la pétanque. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de Sénégalais. Et aujourd'hui, je suis un ancien ministre. Si jamais j'ai la chance, ça va augmenter.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'ailleurs, ça insinue quelque chose qui me révolte quelque part. C'est-à-dire, nous, les nègres, là, 25 000 $, c'est trop. Par mois. Pour moi, dans ce milieu-là, c'est pas trop cher payé. Il n'y a que cet élément qu'on tient. Lui, il le dit d'ailleurs à Aliou Sall. Donc, à la limite, ouais. Et ça n'existe pas au Sénégal, on pourrait lui reprocher d'avoir fait du pantouflage, qui n'a rien à voir avec les délits dont on parle au Sénégal. Pantouflage, c'est quoi? C'est d'avoir, après avoir servi l'État, travaillé pour l'État, s'être engagé avec une société privée qui travaille avec l'État sur le même dossier qu'il a connu lui comme conseiller à l'ambassade du Sénégal. C'est une question éthique et morale, à la limite. Et c'était à lui probablement de dire, moi je m'en vais. Oui. Il n'a pas fait. D'accord. Maintenant, la presse annonce son départ, notamment voilà, de la caisse de dépôt et de consignation. C'est une autre dimension. Le président de la République, par exemple, aurait-il raison de le décharger de ses fonctions? Je ne peux pas parler quand c'est le président de la République, parce que c'est le président de la République qui prend les décisions qui lui conviennent. Mais en tout cas, il faudrait que les actes qui apaisent soient conduits. Si c'est un acte qui apaise et qui clarifie davantage, je pense que c'est sérieux que ça soit fait. D'accord. Alors, BBC, à travers notre consoeur, hein, la journaliste, insinue et affirme que le contrat signé entre BP et Petrotim dégage une forte odeur de corruption. Ben là également, je me souviens d'Alain Dubic qui nous a eu dans un atelier de techniques d'investigation. La première étape, le flair. Il nous disait retenir une chose. Ne perdez pas trop de temps à regarder dans son contrat un acte de corruption. C'est évident. Deuxième chose, la corruption aborde l'écrit et aborde en même temps la dette. La corruption n'accepte pas une dette. C'est donnant, comptant, compté. Ni vu, ni connu, tout le monde disparaît. Mais un contrat qui est établi sur 40 ans, qui contient des éléments de corruption, je ne comprends pas qu'on puisse le faire. Et je suis loin de penser un instant que la BP pourrait être à ce point idiote de rédiger un contrat dans lequel il y a des éléments de corruption. Pourquoi? Parce que la confidentialité de ce document-là n'est pas opposable aux juridictions. Elle est opposable à Omar et à Latif. Mais tôt ou tard, elle pourrait être contrainte à donner ce document. Et vous voyez quelqu'un écrire quelque chose qui soit de nature à le faire drainer devant les tribunaux, je ne le crois pas. Peut-être c'est autrement, mais c'est certainement pas dans le contrat. Je répète, le paiement différé sur 40 ans est une dette. Je ne vois pas cette corruption-là qu'on étalerait sur 40 ans. On l'appelle ici un contrat de redevance. Oui, il paye des redevances. Oui. Il faut savoir d'abord le principe, il faut le clarifier. La BP paye des redevances sur la part qui lui revient, mais pas celle qui revient au Sénégal. Et d'ailleurs, BP elle-même a démenti, Cosmos également a démenti les sommes astronomiques qui sont avancées. Ce que je soupçonne. 6 000 milliards. Ce que je soupçonne, c'est que le contrat soit gradué dans le temps pour le paiement de redevances. Ça veut dire quoi? Je ne soupçonne même pas. C'est la vérité. C'est-à-dire, BP peut dire, dans sa convention avec Franck Timis, si on produit 10 000 barils par jour, mais en l'équivalent en gaz, TC ça s'appelle, je crois, vous aurez une redevance annuelle de temps. Si on produit 50 000 barils, vous aurez tant. Échelonné, si vous regardez le contrat de partage, il y a à peu près 5-6 niveaux de partage. 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, etc. Jusqu'à 100 000 barils, 120 000 barils. Je soupçonne qu'on ne prenne la base la plus haute, qu'on fasse les multiplications pour en arriver à ces chiffres. De 6 000. Mieux. Il y a une clause dans la convention établie entre les deux pratiques qui dit, dès l'instant que BP trouvera un élément de corruption avéré, cela met fin à la relation contractuelle entre les deux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans l'engagement actuel entre les deux parties. Il y a une clause qui établit,
c'est de coutume d'ailleurs, que dans tous les actes qui ont été posés par le passé, une fois que BP aura distingué un élément de corruption avéré, le contrat cesse. Ok. Et pour signer ce contrat, BP a dépêché au Sénégal pendant des semaines un grand cabinet Deloitte qui est venu d'Europe pendant des semaines pour vérifier tout le processus qui a été fait en vue de respecter l'éthique et les règles de valeur établies dans la société. Mais comment parler de corruption dans ces conditions-là? C'est encore de l'insinuation. Oui. On insinue, puisque les montants sont énormes, il n'y a pas que Franck Timis qui va recevoir. C'est quelqu'un d'autre qui reçoit. Mais il faut savoir que la vente d'un objet qui vous appartient fait l'objet d'une négociation. Quelle est la valeur que BP attache au rachat des parts de Franck Timis? Quelle est la valeur? Est-ce que pour BP, ça vaut 10 000 milliards 250 millions de dollars? Si la réponse est oui, pourquoi il ne va pas acheter? Nous, Sénégalais, qu'est-ce qui nous incombe? C'est de nous assurer qu'aucun COPEC ne sera pris de ce que nous revient de droit pour être viré dans le compte de Franck Timis ou de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ou que BP n'utilisera aucun franc de l'État du Sénégal pour payer Franck Timis. Et ça, c'est réglé. Mais aujourd'hui même, on peut vous dire quelles sont les sommes que le Sénégal attend. C'est-à-dire, ce n'est pas sorcier. Les spécialistes des finances, tout le monde, les financiers, ils sont capables, avec des modélisations et des calculs, de vous dire aujourd'hui, on en est où. Quand j'étais dans le gouvernement, je discutais souvent avec l'ancien ministre du pétrole, qui avait comme une sorte de machine dans sa tête, Cardom Diamant, qui comprend tout de ce point de vue et qui vous dit tout de suite, telle chose, ça vaut combien dans 40 ans? Oui. C'est son travail. Peut-être. Et dans le gouvernement, au COS-Pétrogaz, dans le gouvernement actuel, il y a des gens également qui sont dotés de cette capacité. Donc nous savons ce que nous devons gagner. Oui. Et c'est là où la proposition du président de la République devient encore beaucoup plus pertinente. En disant, d'ouvrir les structures. Venez. Ouais. Venez voir. Venez voir les recettes. Déjà, on sait comment elles vont être expliquées. Malheureusement, on est tellement sur ces questions, qui sont certes importantes, qu'on en oublie des aspects extrêmement importants sur lesquels nous n'avons jamais discuté. La notion de contenu local. Comment éviter de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas victime du syndrome hollandais. Je ne veux pas parler ici du syndrome de Stockholm, parce que la Suède est à côté, mais du syndrome qui a fait que la découverte du gaz naturel en Hollande dans les années 60 avait quasiment tué toute l'économie de la Hollande. Très bien. Mais j'ai lu un article ce matin d'un de nos confrères, Tadé, j'oublie son prénom, qui dit le Sénégal, à cause de l'existence de la BCEAO, nous sommes protégés de ces risques-là. Pour autant, allions-nous réussir de faire essaimer le pétrole et de le coucher comme tapis pour un développement économique et social du pays. Voilà. Bien. Tout à l'heure, vous le rappeliez, le président de la République a ouvert le COS-Pétrogaz. Il l'a annoncé d'ailleurs depuis longtemps à la société civile et même aujourd'hui à l'opposition. Ça veut dire qu'il y a une volonté de transparence et de sauvegarde des intérêts du Sénégal dans la gestion, dans la gouvernance des ressources naturelles. Avec beaucoup d'autres initiatives, l'adhésion à l'ITIE qui a décerné son satisfecit, la publication des contrats, COS-Pétrogaz, l'Institut national du pétrole et du gaz. Mais pourquoi on ne tient pas compte un peu de tout ce dispositif-là, à votre avis? Parce que vous savez, encore notre compatriote que j'ai évoqué, l'article que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, rappelle une réflexion qui est faite par un des spécialistes de la question, en disant, entre la mise en place d'un projet pétrolier ou minier et la sortie des premières gouttes de lingots d'or, au cours de ces 10 dernières années, a doublé. S'il fallait 2 ans, maintenant il faut 4 ans. Il précise que ce n'est pas tant à cause de risques commerciaux, financiers ou techniques, c'est dû simplement au propos des uns et des autres, des intervenants sur le processus, et en particulier
sur les questions qui sont de nature à soulever des conflits, de quelque nature que ce soit. Des conflits armés, des conflits non armés, mais des conflits politiques de cette nature. Et c'est là où je dis, il y a quand même quelque chose à faire. Il faut être exigeant pour le gouvernement. Exigeant dans ce sens que il faut absolument la transparence. Je crois honnêtement qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place. Est-ce suffisant? On peut toujours faire mieux. Aller toujours de l'avant. Et ce que le président a compris en disant, j'ouvre le COS-Petrogaz, qui est le Parlement, mais vraiment l'instance de réflexion majeure qui va proposer les politiques qui seront déterminantes. Ils y sont. Ce serait bien qu'ils y soient. Mais j'ajoute, tout cela n'aura de sens que quand l'Institut du gaz et du pétrole qui est mis en place, à mon avis, sera également un instrument ouvert sur le pays et dans l'opinion qui puisse favoriser, au-delà de la formation des techniciens pur jus, la sensibilisation sur le régime du marketing social de l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles de prendre la parole et de parler, notamment les députés de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on parvienne à former également de l'expertise avérée pour la compréhension, non pas pour la compétence exécutée des tâches pétrolières, mais plutôt pour comprendre les mécanismes et que le débat, qu'il y ait un espace de débat dans lequel ceux qui prennent la parole savent. Évidemment, c'est tout le problème du débat politique. Parce que vous pensez que les sachants ne parlent pas dans ce domaine-là souvent. Parce que les sachants, je l'ai écrit dans un ouvrage, ils ont parfois une position hautaine, un peu méprisante, en disant les gens qui parlent ne savent rien de ce qui passe, c'est les politiciens. Ils s'en lavent les mains. Ou bien, ils ont une autre attitude d'indifférence totale. Ça ne les intéresse pas. Et en fait, ils ont parfois raison, parce qu'ils se disent, je ne suis pas de toutes les manières compris. Si aujourd'hui un sachant se prononce pour clarifier un certain nombre de points de vue, c'est un vendu au gouvernement. Ils veulent l'éviter. Si un sachant parle également et enfonce le gouvernement, c'est un opposant. Voilà tout le problème du débat. Et malheureusement, je ne veux pas recevoir la foule de mes anciens confrères. Voilà, de ce point de vue-là également, il y a quelque chose à faire. Dans la presse? Dans la presse. Cette formation, elle est nécessaire. C'est des questions qu'on ne maîtrise pas du coup, mais c'est des questions qu'on apprend à comprendre et à rester moins émotif. On est souvent émotif et extrêmement passionné sur des sujets dès lors que ça ne dépasse. Ça, c'est le premier réflexe naturel du journalisme, mais même si, voilà, après, c'est l'investigation. Je suis sûr que dès que je sors de là, le ministre là, mais bon, est-ce que j'entendrai ce que je n'ai pas entendu quand moi je disais, voilà la gouvernance, voilà telle que ça se pose. C'est la même chose. Quel que soit ce que vous dites dans la vie, il faut comprendre qu'il y a des gens qui seront d'accord avec vous et d'autres qui seront contre. Absolument. Alors, cette vidéo, elle est diffusée au lendemain du lancement du dialogue national par le président de la République avec les résultats qu'on connaît. Est-ce que vous voyez un lien quelconque entre les deux faits? Vous voulez que je vous dise, franchement, je ne crois pas que la programmation de la BBC puisse être déterminée par nos débats internes au Sénégal. En revanche, peut-être il y a un concours de circonstances, je ne sais pas, qui fait que ça tombe à un moment, effectivement, où nous étions dans une posture où les gens se sont retrouvés, ne serait que sur le principe pour discuter de ces questions-là. Et voilà, ça arrive. Ça, qu'il s'agisse davantage des positions, les critiques, les insinuations, je ne crois pas que cela puisse être un élément déterminant pour casser ces dynamiques-là, mais ça peut gêner. Ça peut gêner, il faut le reconnaître. Mais que la programmation de BBC se réunisse pour dire au Sénégal c'est le moment temps, c'est possible. Mais moi, personnellement, je ne le crois pas. Mais il ne faut jamais rien exclure dans ces cas et dans le travail des médias internationaux. Rien exclure. Vous savez, l'opportunité de la publication, ça revient exclusivement à l'appréciation des chefs et des responsables. Pas de la journaliste qui a fait le reportage. Si vous regardez le document et bien l'observez, si vous êtes quelqu'un qui est spécialiste de l'image et qui connaît
comment déchiffrer un continuum d'images, on peut être interpellé par un certain nombre de choses. Manifestement, des jam-codes qui arrivent à un moment où ce n'est pas attendu, c'est des coupures. Ou en tout cas, mais c'est normal. Ouais, c'est le montage. Voilà, ouais. C'est normal. Mais, voilà, ouais. Il faut partir du principe que, oui, la BBC est un organe, c'est vrai, moi je le crois. Mais partir également du principe qu'elle n'est pas infaillible. Et également reconnaître qu'il est arrivé des moments où, effectivement, c'est un problème. Sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des journalistes qui se sont permis de monter des scénarios, des scènes, pour préfigurer des cases qui sont montées sur des arbres, etc. C'est arrivé. C'est pas toujours catholique, le journaliste qui travaille sur le terrain. Souvenez-vous, TF1, c'était la plus grande chaîne de télévision en France. Nous avons l'un des présentateurs vedettes de cette chaîne, le plus regardé en France, qui allait à Cuba, frustré n'avoir pas pu avoir une interview de Fidel Castro. Après, Fidel Castro qui faisait un discours, il l'a monté, il pose des questions comme c'est lui qui a fait le reportage. Quand c'est venu d'une très grande chaîne française. En Angleterre également, c'est des cas comme ça. Hein. Surtout quand il s'agit de pays comme les nôtres, sous-développés, où le principe que tout le monde est corrompu. C'est ça le problème. Et on en arrive toujours, parfois en tout cas, à fabriquer des éléments de corruption. Et c'est comme on rivalise. Ça peut être le cas ici, vous insinuez? Non, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai peur d'affirmer les choses. Je ne sais pas. Mais je vous dis, ce n'est pas des hypothèses à exclure. D'accord. Il faut en tenir compte dans l'analyse globale que nous faisons. Oui. D'accord. Alors, pour en terminer peut-être carrément sur le dialogue, comment expliquez-vous, parce que bon, c'est un débat aussi qui revient souvent, le code consensuel de 1992, qui soulève encore des controverses, presque 30 ans après son adoption. Comment est-ce que vous l'appréciez, vous? J'ai lu après les élections de 2019 beaucoup de choses sur le code consensuel de 1992, où on semble dire le code consensuel, d'ailleurs un des opposants l'a dit à Jeune Afrique, notamment Franck Sonko, Macky Sall a délibérément brisé le consensus établi sur le code électoral depuis 1998. Et aujourd'hui, il a une victoire technique. C'est un peu sa conclusion. Le code consensuel de 1992 n'a été consensuel que dans son mode d'adoption. Il n'a jamais été consensuel du point de vue de son application. Jamais. C'est le manque de consensus sur son application qui avait amené le blocage de la publication des résultats en 1993. Et le gouvernement a dû intervenir unilatéralement pour imposer que les 3 juges qui siègent dans la commission nationale sont les seuls habilités je dis bien, à prendre des décisions. Le processus décisionnel a bloqué pendant quasiment une semaine, qui avait justifié le départ et la démission de Kéba Mbaye, paix à son âme, qui d'ailleurs dans sa phrase, dans une interview que j'avais recueillie chez lui, il disait « Les hommes politiques n'ont jamais compris où se trouve l'intérêt de la nation pour observer le même consensus qui a été observé au cours de son adoption. Pas consensuel. C'est le défaut de consensus qui a fait qu'en 1998, quand le président Diouf a nommé à l'ONEL le général Dieng, qui était dans un mouvement de soutien pour la réélection d'Abdou Diouf en 2000, qu'il a été forcé à démissionner. Vous savez remplacer qui? Le général Niang, qui est revenu aujourd'hui. C'est comme si notre pays faisait du surplace avec le code électoral. Et pourtant, nous avons réussi 2 alternances politiques. Mais peut-être ce qui intéresse les acteurs politiques ici, c'est le principe de ce code-là en 1992, le principe voilà, d'adopter un code consensuel. Mais le principe nous a permis d'avoir 2 alternances. C'est ce principe du code. Il y a quelque chose qui a été décrié de façon fondamentale. Par exemple, le droit des journalistes de publier des résultats affichés. Pas en fabriquer, mais publier des résultats affichés. Je me souviens, en 2000, j'étais à l'antenne pendant de 7h jusqu'à 2h du matin, j'étais à l'antenne. Sud FM. Oui, c'est moi qui ai animé le débat en 2000.
Il n'y avait pas beaucoup de radios à l'époque. Ouais. Je me souviens des hommes politiques qui m'appelaient pour en savoir plus sur les résultats. Mais les journalistes de l'époque ne sont pas nécessairement plus brillants que ceux d'aujourd'hui. Et encore qu'ils n'avaient pas autant de moyens que vous en disposez aujourd'hui. Pourquoi ce qui était valable en 2000 ne pouvait pas l'être en 2019? Vous savez pourquoi? Parce que tout n'est consensuel que quand l'opposition gagne. Pour eux, dès que le pouvoir gagne, il n'y a pas de consensus. En 2007, c'était consensuel en 2000. Oui. Abdoulaye Wade avait gagné. En 2007, il y a eu le boycott des élections législatives. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un stock mort, dit-on, de 1 500 000 électeurs dont on ne retrouvait pas trace, qui avaient été utilisés par Abdoulaye Wade pour être élu au premier tour. Macky Sall est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de contestation, parce que c'est l'opposition qui avait gagné. Ouais. Quand il est arrivé, il avait sur sa table le contentieux de 2007. C'est ce qui explique, entre autres, la décision de refonte du fichier électoral. Pour faire disparaître ce stock mort, on l'a fait. Et on a adopté le consensus. Mais c'est peut-être normal que les gens revendiquent parce qu'ils pensent telle était même moi, ma conviction profonde. Et que c'est dans la logique des choses. Le principe dans l'adoption, c'est très bien. Les modalités d'application, il faut dire que c'est d'abord le principe de la démocratie majoritaire. C'est forcément ça. Mais qui n'exclut pas le consensus. Et de façon étapiste, on peut arriver sur des questions qui posent problème et qu'on règle. Et au-delà de ça, de la discussion formelle, les Sénégalais, les citoyens sénégalais règlent par eux-mêmes et imposent ou un point de vue contraire à celui de la majorité, ou un point de vue conforme à celui de l'opposition. C'est venu. Le président de la République, il a pris sur lui la décision de généraliser le parrainage au Sénégal. Ouais. C'est comme si le principe du parrainage n'existait pas dans la Constitution sénégalaise. Alors que c'est depuis longtemps. Or, dans la formule où il existait, tout citoyen soucieux de la liberté des uns et des autres, qui respecte quelque part une proclamation de principe dans une compte, l'égalité de tous devant la loi, devrait être d'accord avec lui, qu'il pense généraliser. Je me souviens, paix à son nom, Mamadou Lo, qui était journaliste très actif dans la politique à l'époque, disait tel que c'est rédigé et mis dans nos droits positifs. La discrimination qui frappe ceux qui sont dans les partis et ceux qui ne sont pas dans les partis est contraire à la Constitution et anticonstitutionnelle. Parce que c'est une discrimination entre des candidats qui se présentent à l'élection présidentielle. Parce que quand on demande aux électeurs de justifier un candidat, on ne lui demande pas quelle est la situation fiscale de ton parti, quelle est la situation de ton parti. On lui demande quelle est toi la situation fiscale de toi-même. Maintenant, il y a